هذه فيزيوناج. هذا c'est bon. Alors, bonjour. Donc, comme prévu, on va entamer aujourd'hui des méthodes de transition. Bonjour. Alors, on va suivre le plan suivant. Donc, on va faire une petite introduction. Ensuite, on va étudier les propriétés physico-chimiques, à savoir propriétés catalytiques, la balance variable, l'aptitude à la formation de complexes, la couleur des dérivés des méthodes de transition et enfin les propriétés magnétiques. On va passer brièvement sur les éléments de la première série, scandium, titane et vanadium, mais on va beaucoup plus détailler le chrome et ses dérivés, ainsi que le manganèse. On finira par la caractérisation des dérivés du manganèse et du chrome. Alors, on va essayer donc de situer les méthodes de transition dans le tableau périodique des éléments. Voici donc juste après le calcium du deuxième groupe 2A, vient ensuite la première série, donc qui est formée de scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, la triade 8B composée donc du fer, cobalt, nickel. Ensuite, le cuivre, qui appartient donc au groupe 2B, et le zinc au groupe 1B. Pourquoi l'appellation B? Les méthodes alcalins, hein, ou bien les autres groupes, hein, groupe S, ainsi que le groupe ou bien le bloc P, ne renferment pas des sous-couches D. C'est pour ça qu'on les appelle 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A et enfin les halogènes 8A. Pour différencier donc les méthodes de transition des métaux ordinaires, donc on met les indices B. Par exemple, pour le scandium qui appartient donc au groupe 3B, il a les mêmes propriétés physico-chimiques ou bien des propriétés physico-chimiques semblables aux éléments du groupe 3A, tels que, par exemple, si je prends les oxydes de scandium, SC2O3, ils sont comparables, ou bien il est comparable, hein, le schistoxyde de scandium est comparable au schistoxyde d'aluminium Al2O3. Donc, c'est un oxyde amphotère comme pour l'aluminium. Al2O3, lui aussi, est un oxyde amphotère. Alors, diapo suivante.
Admettre tout. Allez. Imen. 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 Ah, très bien. En introduction, hein, les éléments ou bien les éléments de transition forment ce qu'on appelle le bloc D du tableau périodique. Leur configuration électronique externe, elle est en général 3D, 4S avec 4S, 4S2, et pour la sous-couche 3D, donc à chaque fois en passant d'un groupe à l'autre, vous avez des sous-couches qui se remplissent. Par exemple, pour le scandium, c'est 3D1, ensuite 3D2, 4S2 toujours, 3D3, 3D4. Donc, ce sont des sous-couches D qui se remplissent régulièrement en passant d'un groupe ou bien d'un métal à un autre. Cependant, attendez, le cuivre, en place le cuivre dans la première série, le zinc dans la deuxième, vous avez l'argent et le cadmium, deuxième série de transition, et enfin l'or, hein, AU79, et le mercure 80, on les classe dans la troisième série donc de métaux de transition. Voilà. On passe à la diapo suivante. Donc, ici, vous avez le tableau donc, qui représente la classification des métaux de transition dans le tableau périodique. Vous avez ici le groupe, donc 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Ensuite, on revient 1B, 2B, admettre. Voilà, donc pour l'élément scandium, sa structure électronique externe, elle correspond donc à la structure électronique de l'argon, donc c'est le gaz qui le précède avec 3D1, donc 4S2, donc deux électrons S et un électron dans l'orbital ou bien dans la sous-couche D. Donc c'est 3D1, 4S2. Pour le titane, le groupe 4B, c'est toujours la même structure du gaz rare qui les précède, avec toujours la sous-couche 3D, et vous avez l'addition d'un électron D supplémentaire. Donc c'est 3D2, 4S2. Pour le vanadium, hein, groupe 4, c'est 3D3, 4S2. Pour le chrome normalement c'est 3D4, 4S2, et comme la sous-couche D, elle est stable quand c'est 5 électrons qui sont répartis dans la sous-couche D ou bien 10, donc la structure, au lieu d'écrire, vous me suivez, au lieu d'écrire pour le chrome la structure externe 3D4, 4S2, alors on écrit 3D5, 4S1. Donc dans cette structure, précisément, le chrome il est plus stable que dans 3D4, 4S2. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou pas. Pour le manganèse, c'est 3D5, voilà, 4S2. Pour le fer, c'est 3D6, 4S2. Le cobalt, 3D7, 4S2. Le nickel, 3D8, 4S2. Le cuivre, hein, on revient pour le cuivre. Normalement, c'est 3D9, 4S2. Alors, le cuivre, ou bien les électrons D, vont, ou bien un électron de la couche S va passer à la couche donc 3D, hein, pour remplir la sous-couche 3D. Et dans cet état, ou bien dans cette configuration, le cuivre il est plus stable que dans l'autre.
Et ici, le cuivre a la configuration 3d10, 4s1. Et sa balance, elle est égale à plus 1. C'est le cuivre cuivreux, et non pas de cuivre cuivrique, c'est U de plus. Pour le zinc, c'est la structure du gaz rare donc, qui le précède. Ça arrive, les étudiants. Hein? Alors, plus converser, suspendre l'enregistrement, arrêter, qu'est-ce que c'est que ça? On passe à la diapo suivante. Voilà. On passe aux propriétés donc physico-chimiques. D'abord, les métaux de transition, ce sont des métaux durs. Ils ont un point de fusion et d'ébullition très élevé, hein, bien sûr, comparé aux métaux alcalins qui sont très mous et leurs points de fusion et d'ébullition sont très faibles par rapport aux métaux de transition. Ici, propriétés, hein, dureté, température de fusion et d'ébullition élevées sont dues à l'existence de forces très intenses entre les atomes dans le réseau métallique. Ici, pour les métaux de transition, puisqu'il y a plusieurs électrons externes qui vont intervenir dans la liaison du réseau cristallin. Hein. Donc, ces électrons vont donner une très dureté ou bien la densité des éléments dans le réseau est très élevée. C'est pour cela que ces métaux possèdent des duretés élevées ainsi que des points de fusion et d'ébullition élevés. Voilà, donc je crois que j'ai bien expliqué. Voilà, donc si on prend le cas du fer, voilà, le cas du fer qui a, donc je reviens, où est-ce qu'on est? Voilà, la salle d'attente, admettre tout. Voilà, le fer, voilà, le fer, il a 8 électrons, 3d6, 4s2. Donc, il peut même faire participer ces 8 électrons, voilà, pour donc se structurer dans le réseau. Où est-ce qu'elle est là? Voilà. Ici, vous avez le tableau donc, donne les densités, les températures et températures de fusion et d'ébullition. Si on prend le cas hein, du fer, sa densité elle est de 7,9, quand même, si elle est élevée. Point de fusion, 1812 degrés et température d'ébullition, 3160 degrés. Donc, c'est très élevé comparé aux métaux de transition. Les métaux de transition, ils ont des points de fusion de l'ordre de 700-800. Le césium, il est à température ordinaire. Hein? À 25 degrés, il est déjà 25 ou 28 degrés, il est liquide. Et quand la température s'abaisse au-delà de 17, 18 degrés, il est solide. Donc les métaux alcalins sont des métaux mous. Alors, deuxième propriété que possèdent les métaux de transition, c'est la propriété catalytique. Qu'est-ce qu'un catalyseur? C'est un élément qui est introduit dans une réaction chimique, il va l'activer. Donc son rôle, c'est d'activer une réaction chimique sans la modifier. Donc les métaux de transition, comment les métaux de transition arrivent-ils à catalyser une réaction? Et donc ils forment avec de nombreux alliages, entre eux de nombreux alliages, et généralement ils absorbent différentes substances et on dit que lorsque l'absorption s'accompagne d'une réaction chimique des atomes
en surface avec la surface adsorbée. Ce phénomène-là s'appelle chimie-sorption, c'est-à-dire une réaction en surface du catalyseur sur la surface qui sert donc de support pour la réaction. Donc, cette chimie-sorption provoque souvent, le plus souvent, une activation de l'espèce adsorbée. Par exemple, si vous avez de l'hydrogène sur du palladium ou bien du nickel finement divisé, l'hydrogène s'absorbe sur la surface du nickel et donc il sera activé, qui va servir donc dans une réaction de réduction. Donc ceci, donc voilà, comme exemple, on vous donne ou bien on vous cite que le fer est utilisé pour activer l'azote dans la synthèse de l'ammoniac en absorbant à sa surface l'hydrogène. La réaction de synthèse de l'ammoniac, c'est N2, l'azote, plus 3H2, qui va vous donner 2 moles de 2NH3. Mais cette réaction, théoriquement, elle est très facile, mais en pratique, il faut agir sur la température, il faut agir sur la pression et il faut également utiliser un catalyseur pour réaliser cette réaction. Les méthodes de transition, vu leur structure, donc c'est 3D 4S2, ils peuvent avoir ou bien possèdent pour la majorité des valences variables. Vous soulignez variables. Ici, l'état d'oxydation le plus fréquent ou bien le qu'on rencontre le plus souvent, il correspond à l'état plus 2. Donc, ce sont les électrons 4s les plus externes par rapport à l'aliment. Donc, vont réagir pour donner donc des réactions. Et en passant du scandium au manganèse, donc en allant de gauche vers la droite, l'état d'oxydation les plus élevés sont 3, 4, 5, 6 et on peut aller même à 7, à la valence 7. Et cette valence correspond à la scission totale ou partielle des deux électrons, des électrons S et D. Donc, pour la balance, à partir de la balance 3, ce sont donc les électrons 4S et D qui vont donner donc leurs électrons, ou bien vont faire participer leurs électrons dans les réactions chimiques. Alors, ils sont combien? 26 participants, c'est tout. Alors, l'état d'oxydation zéro peut être observé dans certains complexes où les atomes atomiques, ou bien les atomes métalliques sont mis par des liens de coordination avec des ligands moléculaires. Ici, donc, le métal va conserver son état d'oxydation et le complexe est formé donc de ligands. Exemple, ici, vous avez le nickel. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, est-ce qu'ils me suivent ou pas? Vous me suivez? Ah, très bien. Si vous trouvez des difficultés, vous pouvez converser. Alors, propriété catalytique, donc on était aux valences variables. Donc, je parlais donc de la valence 0, hein, qui existe dans certains complexes, hein, qui
Alors, après la balance, l'aptitude à la formation des complexes. Hein. La majorité des éléments de transition et leurs ions peuvent former des complexes de coordination. Et cette propriété, hein, et la formation de complexes, est fait donc voilà, ou bien s'explique par la présence d'orbitales D partiellement occupées, donc qui vont servir comme accepteurs de liens de coordination. Comme remarque, la taille ou bien la faible taille des ions des métaux favorise la formation de ces complexes. Donc, je m'explique pourquoi les métaux de transition forment ou bien ont l'aptitude à la formation de complexes. C'est justement parce que les orbitales D, ou bien l'existence d'orbitales D, hein, les orbitales 3D, hein, qui peuvent être partiellement remplies, hein, par des électrons. Donc, ils peuvent recevoir des électrons qui viennent d'autres groupements et ainsi former des complexes. Et que plus le métal possède, est petit, hein, si on peut le dire, plus la taille du métal de transition est petite, plus la formation de complexes est favorisée. On vous donne ici un exemple. Hein, vous avez l'ion ferricyanure, FeCN6-3-1. Vous avez également l'ion nickel-hexamine, hein, donc c'est l'atome d'honneur, c'est l'ammoniac, donc l'ion nickel-hexamyle, et le carbonyle là, carbonyle avec le fer, il peut donner le fer pentacarbonyle. Donc l'atome de fer peut accueillir jusqu'à 5 groupements carbonyles. La formation de complexes, ou bien l'aptitude, ou bien lorsque le métal de transition donne un complexe, please, alors, admettre tout. Donc, je disais la formation de complexes, donc va doter, si vous voulez, le métal de transition de certaines propriétés, nouvelles propriétés. Donc, si on vous donne pour illustrer donc cette propriété, vous avez le cobalt 3 qui est un oxydant très puissant, hein, le cobalt 3, oui, est un excellent oxydant. Il ne peut pas exister en solution parce qu'il va réagir avec l'eau en l'oxydant. Et en présence d'ammoniac, il peut former le, le complexe CONH3-6-3+, qui est très stable, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas en solution aqueuse et ses propriétés donc oxydantes seront plus faibles que celles de l'ion isolé cobalt 3+. Deuxième propriété, c'est l'exemple ferrocyanure et non pas ferricyanure. L'ion ou bien le complexe ferrocyanure ne possède aucune des propriétés caractéristiques du métal ni du ligand. En présence d'H2S, il ne forme pas de précipité sulfure de fer. Vous savez que les cations du troisième groupe réagissent avec les anions sulfures pour donner des précipités de couleurs différentes en fonction de l'ion. Donc, il ne réagit pas avec H2S. En présence d'acide fort dilué, il n'y a pas libération d'HCl, hein, d'acide cyanhydrique.
comme c'est le cas lorsqu'on engage les cyanures normaux. Et les propriétés oxydantes de l'ion sont du complexe sont totalement différentes de celles de l'ion Fe2+. Et ces observations indiquent est-ce que vous avez utilisé les propriétés qui sont dues à la formation de complexes. Une personne attend. 31. Invité. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, voilà, propriété catalytique, l'aptitude à la formation de complexes. Donc, la formation de complexes avec les méthodes de transition engendre des propriétés qui sont très différentes par rapport aux constituants. Hein? Donc, la formation d'ions complexes va stabiliser, si vous voulez, l'ion en solution. En plus de l'aptitude à la formation des complexes, si vous vous souvenez, les métaux alcalins et alcalino-terreux, pour la plupart, leurs sels sont incolores, sauf si le radical, bien sûr, est coloré. Si je prends le chlorure de sodium en solution, il donne une solution limpide, claire, le KCl. Donc, à l'exception que lorsque l'anion est coloré, si je prends KMNO4, KMNO4 c'est un sel de potassium, le premier groupe, puisque le MNO4- est coloré, donc c'est lui qui va conférer au sel KMNO4 la couleur violette. Sinon, les métaux alcalins sont incolores. Donc, comparé aux métaux de transition, la majorité des dérivés des métaux de transition, et en particulier leurs complexes, possèdent des couleurs ou bien sont colorés. Et cette coloration est le résultat de l'absorption de la lumière visible. Et cette absorption, elle est associée à une transition d'un niveau d'énergie à un autre supérieur, hein, puisque dans les métaux de transition, dans leur structure électronique externe, vous avez en plus des sous-couches, en plus des couches S, vous avez la sous-couche 3D, et dans cette sous-couche 3D, vous avez plusieurs électrons qui sont donc organisés ou bien situés ou bien placés dans l'orbitale 3D. Et cette orbitale 3D, elle a un niveau d'énergie qui est inférieur par rapport à la 4S. Donc, on peut les promouvoir d'un niveau à un autre. Et quand vous exposez donc votre sel ou bien votre ion du métal de transition à la lumière visible, vous avez la possibilité qu'ont les électrons D2 d'être promus d'un niveau inférieur ou bien d'un niveau fondamental à un niveau plus supérieur. Et lorsqu'ils reviennent à l'état standard, donc ils vont émettre de l'énergie, et cette énergie qui apparaît sous forme de couleur. Donc, la plupart des métaux de transition possèdent, ou bien les dérivés des métaux de transition sont colorés. Les propriétés magnétiques, hein, plusieurs ions de transition ou bien plusieurs métaux de transition sont paramagnétiques.
Et c'est, oh là là, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, précédent, voilà. Donc, et ce paramagnétisme, donc, est dû à la présence d'un ou plusieurs électrons D non appareillés, c'est-à-dire non associés, non. Je m'explique. C'est quoi le paramagnétisme? Le paramagnétisme, c'est quand un élément possède des électrons dans la couche, que ce soit, généralement, c'est la couche D, et quand ces électrons sont non appareillés, c'est-à-dire qui ne sont pas en paire, par exemple 3D, si je prends le cas de 3D, 3D2, par exemple, 4S2, et ces deux électrons vont se trouver dans des cases ou bien dans des niveaux différents, donc sous forme célibataire, si vous voulez, donc ils ne sont pas appareillés, et quand ils ne sont pas appareillés, ils vont posséder la propriété paramagnétique, c'est-à-dire lorsqu'ils sont ou bien exposés à un champ magnétique, ils vont dévier ce champ magnétique. C'est ça le paramagnétisme. Et la majorité, donc, admettre tout. Voilà. Donc, précédent, alors, où est-ce qu'il est suivant? Ici, vous avez devant vous donc la première série de méthodes de transition. J'ai pris le scandium, le titane et le vanadium, nombre d'oxydation, dérivés et comment les caractériser. Donc, c'est juste un tableau récapitulatif. Donc, juste pour vous donner une idée sur la première série. Scandium, hein, ces dérivés sont comparables à l'aluminium, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. L'étage d'oxydation, c'est plus 3, comme pour l'aluminium. Et cette balance, elle est formée par la perte d'un électron D et deux électrons S. Et l'oxyde correspondant, c'est SC2O3, c'est le schistioxyde de scandium et qui est amphoter. Il a les mêmes propriétés de l'aluminium. Scandium appartient, hein, je le rappelle, au groupe 3B. Comment le caractériser? Bon, des solutions de titane plus 4 au contact de l'eau oxygénée donne une coloration jaune-orange. Et cette coloration jaune-orange, elle est due probablement à la formation d'un complexe peroxyde. Pour le titane, hein, les dérivés du titane plus 3 sont paramagnétiques. Voilà. Vous avez le dioxyde de titane, TiO2, qui peut être dissous dans l'acide sulfurique concentré en donnant le sulfate de titanyle, TiO, SO4. Pour la caractérisation, les solutions de titane, plus 4, avec l'eau oxygénée également dans des complexes colorés. Ils sont solubles dans des hydroxydes alcalins, hein, les dérivés du titane. Et précédent, 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 voilà. Vous avez le vanadium qui appartient donc au groupe 7B, hein, donc sa configuration électronique
Elle est de 3D2, 4S2, 3D3, pardon, 4S2. Il peut se trouver aux états d'oxydation 5, 4, 3 et 2. L'étage d'oxydation. L'étage d'oxydation, donc plus 5, correspond à la mise en relation des 5 électrons, 3D3 et 4S2. On va passer au dérivé du chrome. Donc, on va insister sur le chrome et ses dérivés, également sur le manganèse et ses dérivés, puisque ces deux éléments, ou bien ces deux éléments sont très utilisés, ou bien vous les retrouvez dans les cours de chimie analytique. Donc, c'est les éléments les plus détaillés dans cette conférence. L'état naturel et préparation. Le chrome se trouve principalement dans la nature sous forme de chromite. Ce sont donc des oxydes mixtes de fer et de chrome. Et ils sont également présents à l'état de trace dans certains minéraux, dans le béryl, quand ils sont associés, ou bien le chrome quand il est présent dans le béryl, il lui confère une couleur verte de l'émeraude. La couleur verte de l'émeraude correspond à la présence donc, de chrome dans les sels de beryllium, un béryl. La présence de chrome ou bien d'un sel de chrome ou bien de la chromite dans l'aluminium lui fournit la couleur rouge des rubis. Les rubis ont une couleur rouge qui est due à la présence d'alumine dans l'oxyde d'aluminium. Le métal ou bien le chrome peut être préparé par soit réduction de l'oxyde par l'aluminium, voire aluminothermie. C'est quoi l'aluminothermie? C'est l'utilisation d'aluminium comme réducteur. On l'a vu quand on a étudié le groupe 3, vous rappelez bien, l'aluminium est un réducteur et la réaction de réduction de l'aluminium, c'est une réaction exothermique, c'est-à-dire qui dégage de la chaleur et c'est cette chaleur-là qui va faire fondre et réduire l'oxyde métallique. Donc, la préparation du chrome se fait par cette réaction aluminothermie. Donc, vous avez l'oxyde Cr2O3 plus la poudre d'aluminium va donc réduire l'oxyde Cr2O3 en chrome plus l'alumine, formation de l'alumine. Le chrome est aussi utilisé dans la préparation de l'acier inoxydable. Le chrome, on le trouve dans les voitures, les grandes voitures de luxe. Il peut former les pare-chocs, le pourtour des vitres. Donc, c'est un élément qui coûte très cher. On passe au dérivé du chrome. Donc, dérivé du chrome. Donc, la configuration électronique du chrome, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est de 3D4, 4S2 normalement. Et puisqu'ici, vous avez l'orbital 3D qui contient 4 électrons, cette configuration est instable et donc il y a passage d'un électron S de la couche 4S à la sous-couche D pour donner la structure 3D5 4S1 au lieu de 3D4 4S2, puisque dans cette structure 3D5 4S1, le chrome se trouve à un état très stable. Et ici, si vous voulez, les 6 électrons sont impliqués dans les dérivés du chrome.
Donc l'étage plus 6, ou bien l'étage d'oxydation, voilà, est le plus important. Donc on le trouve dans CrO3, le trioxyde de chrome. On le retrouve dans les chromates, un CrO4 2-, et dans les bichromates, Cr2O7 2 fois moins. Donc dans tous ces oxydes, le chrome se trouve à l'étage plus 6. L'étage plus 6, c'est l'étage le plus c'est le plus stable. On va étudier l'oxyde de chrome. Hein. Il est obtenu sous forme d'aiguille, rouge foncé, en traitant donc une solution saturée de chromate d'alcalin, par exemple le K2CrO4, le chromate de potassium, par l'acide sulfurique concentré. Et c'est un oxydant très, donc c'est un oxydant très fort. Hein, le CrO3 est un oxydant très fort. Il est capable donc d'oxyder de nombreuses substances organiques. Et comme remarque, c'est l'espèce active du mélange sulfochromique utilisé pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire. Donc, si vous prenez le chromate mélangé avec l'acide sulfurique concentré, il va donner, si vous vous rappelez la séance passée, le chlorure, comment il s'appelle? Sulfo, donc, c'est un mélange hein, de sulfochromique qui est de couleur rouge. Rouge, et c'est ce mélange qui est utilisé pour nettoyer la verrerie de laboratoire. Diapo suivante. Donc, comme remarque, l'oxyde de chrome 6 est un oxyde acide, puisque dans l'eau, il va former l'acide chromique, hein, H2CrO4. C'est un acide instable hein, qui se dissocie en hydrogénochromate, hein, HCrO4, plus l'ion bichromate Cr2O7 2 fois moins. On passe aux ions chromate et bichromate. Hein, ces ions sont très importants en chimie minérale. Hein. Donc, ici, si vous remarquez, le chromate, hein, CrO4 2 fois moins, il est de quelle couleur? Le chromate. Chromates. Ils sont comment les chromates? J'attends une réponse. Chromates, ils sont de couleur ah, vert bleu. Ah, un zéro collectif. Très bien. Très bien. Jaune. Et les bichromates, ils sont comment? Je connais quel vert bleu. Vert bleu. Shiraz Mesa. Haïfa Alloumi. Vert Nargis. Bichromate rouge. Rouge, bichromate. Rouge encore. Les bichromates sont très bien. Rares. Très bien. Donc, ils sont orangés. Les chromates sont jaunes et les bichromates sont orangés. On passe des chromates aux bichromates en utilisant un acide. Et vous avez la réaction là, 2CrO4 2- plus 2H plus donne Cr2O7 2 fois moins. Hein, c'est la réaction qui schématise donc le passage ou bien le passage, la transformation des ions chromates en bichromates. Donc, vous pouvez ici noter la chromate jaune et la bichromate orangée. Et la formation d'ions bichromate, elle est favorisée hein, selon le principe de Le Chatelier
par la présence ou bien par le milieu acide. Donc, c'est la présence d'ion H+, qui va engendrer la transformation des chromates en bichromates. Ici, vous avez la structure plane des chromates et des bichromates. Ici, vous avez la formation d'un pont oxo. Et notez bien que les réactions les plus importantes du système chromate-bichromate sont les réactions de précipitation, c'est-à-dire les réactions dans lesquelles on précipite certains métaux ou bien certains éléments, et les réactions d'oxydation par les bichromates. Les bichromates sont plus oxydants que les chromates. Suivant. Donc, comme je l'ai dit, donc, les plus importantes sont les réactions de précipitation et les réactions d'oxydation. Généralement, les chromates donnent des réactions de précipitation ou bien forment des précipités avec certains métaux, et les bichromates oxydent ou bien sont utilisés pour oxyder certains métaux. Ici, vous avez deux remarques. C'est que lorsque le chromate, quand vous avez un métal, et avec le bichromate, quand le métal donne un sel très peu soluble, la précipitation peut avoir lieu même si on utilise le bichromate. Ici, vous avez 2 Pb de plus le bichromate de potassium va vous donner un précipité jaune de chromate de plomb, et avec formation des protons H+, ou bien formation de, si vous voulez, le milieu devient acide. Maintenant, si le chromate produit est plus soluble, c'est le cas de l'argent. Ici, qu'est-ce que j'ai? Oui, vous m'excusez. أنا في الكورة نقرأ صباح النور. أنا في الكورة أنا قاعد نقرأ. أوكي. Voilà. Donc ici, on corrige, vous corrigez ici, c'est RO4. Non, 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 c'est ça, c'est ça. Donc ici, le plomb, en présence de bichromate, il peut même réagir avec les bichromates pour donner le chromate de plomb jaune. Maintenant, si le chromate produit ou bien formé, c'est le chromate formé est plus soluble. Donc, la réaction ne peut avoir lieu qu'en milieu basique, puisqu'en milieu basique, les bichromates vont se transformer très bien en chromates. Donc ici, c'est le cas de l'argent Ag+. Si vous avez des ions, ou bien on vous demande de tester un échantillon dans lequel il est supposé contenir des ions d'argent, il est préférable, ou bien vous pouvez utiliser du bichromate en milieu basique. Dans ce cas, vous allez précipiter votre argent sous forme de chromate d'argent. Les chromates d'argent sont de couleur jaune pâle, si je me souviens très bien. Donc, avec l'argent, vous devez, si vous avez des bichromates, alcaliniser votre milieu pour pouvoir transformer les bichromates en chromates qui, eux, à leur tour, donc, vont réagir avec l'argent pour donner un précipité de chromate d'argent. Donc, la réaction l'ion bichromate est un oxydant très fort
Et ici, vous avez la réaction d'oxydation. Ici, les bichromates sont à quel étage d'oxydation? Le chrome, ici, dans les bichromates, il est à quel étage d'oxydation? Il est à l'étage, oui, -2. -2, c'est comme ça qu'on Plus 6. détermine le nombre d'oxydation d'un élément dans... Hein? C'est pas le numéro de... C'est pas le, ah, très bien. Ici, l'étage, c'est Islam Rachid. Bravo, Islam. Plus 6. Donc ici, comment on détermine l'étage d'oxydation? On met 2x, l'inconnu. Ici, on cherche à déterminer l'étage d'oxydation du chrome. Donc c'est 2x plus 7. Le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est -2. Donc 2x moins 14 est égal à -2. Et 2x est égal à 12. Donc x est égal à 12 sur 2, c'est 6. Donc ici, l'étage d'oxydation, c'est 2. Et ici, pardon, c'est 6. Pardon, c'est 6 qui va gagner des électrons pour donner le chrome 3+. Il va gagner ici 3 électrons plus que 2 CR. Donc c'est une réaction de réduction du bichromate en chrome. Ici, le bichromate, c'est orangé. CR3, c'est vert. Donc ici, le potentiel d'oxydation. Qu'est-ce qu'il y a à admettre? Ici, le potentiel d'oxydoréduction est égal à 1,33 volts. Donc ici, ce potentiel d'oxydation E0, le potentiel d'oxydation E0 standard, montre que le chrome est un oxydant très fort, puisqu'il est positif, il est supérieur à, qu'est-ce qu'il y a? Conversation. Très bien. Alors, vous avez une équation. Très bien. Très bien. Bravo. Alors, je continue donc l'explication des deux principales propriétés des chromates et des chromates, c'est la formation, ou bien la réaction de précipitation, ou bien des réactions de précipitation par des chromates. Hein? Donc, les chromates donnent en général des réactions de précipitation de certains ou bien de quelques métaux de transition. Et les bichromates sont des oxydants très forts et donc ils vont servir à oxyder surtout des composés organiques. Mais pour la précipitation, vous avez deux éventualités. C'est que lorsque le chromate produit ou bien qui résulte de la réaction de précipitation, il est très peu soluble, c'est-à-dire insoluble, comme le cas du chromate de plomb. La réaction ou bien la précipitation aura lieu même avec le bichromate. Si vous n'avez pas de chromate devant vous et vous avez le bichromate, vous faites réagir par exemple le nitrate de plomb avec le bichromate, il vous donne tout de suite un précipité jaune de chromate de plomb. Pourquoi? Parce que le chromate de plomb est un sel très peu soluble, c'est-à-dire presque insoluble. Au contact des ions bichromate, hop, il réagit pour former un précipité de chromate de plomb. Maintenant, la deuxième éventualité, c'est lorsque le chromate est plus soluble, c'est le cas du chromate d'argent. Le chromate, l'argent ne peut précipiter sous forme de chromate qu'en présence d'une base. Hein, donc, la base va donc transformer le bichromate en chromate et lequel chromate va réagir ensuite avec l'argent pour donner le précipité Ag2CrO4. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Suivante, on va voir la diapo suivante. Donc, on était à l'étage plus 6.
On passe à l'étage plus 3. L'oxyde qui correspond donc au schistioxyde de chrome, CR2O3. Cet oxyde il est obtenu par calcination de l'hydroxyde, c'est-à-dire on va prendre l'hydroxyde de chrome, on va le calciner au four à une température très élevée. Donc l'hydroxyde de chrome va nous donner le schistioxyde, la chromite, CR2O3 plus de l'eau qui va bien sûr s'évaporer. Ou bien on peut le décomposer, on peut décomposer le bichromate d'ammonium, bien sûr en chauffant. Ici, on aura la chromite CR2O3 au lieu de et plus l'azote, la formation d'azote gazeux et de l'eau vapeur. Le trioxyde le schistioxyde de chrome, c'est un solide vert, vert insoluble dans l'eau. Comme pour le... Qu'est-ce que c'est que ça? Votre connexion Internet est instable. Comme pour le cas de l'alumine, c'est un oxyde amphoter. Il réagit difficilement avec les acides en donnant des sels de chrome 3 et avec les bases en donnant des chromites. Chromites, c'est-à-dire les sels formés à partir du chrome. Donc, elle peut être obtenue soit par calcination de l'hydroxyde, soit par décomposition du bichromate d'ammonium. Et ses propriétés, il est insolide vert, insoluble dans l'eau et il est amphoter. C'est un oxyde amphoter. Diapo suivante. Comment on vient maintenant, comment on va caractériser, c'est-à-dire identifier les dérivés du chrome? Vous avez deux principales réactions. Que tout dérivé du chrome se transforme en chromate jaune. Par fusion, si vous prenez un sel de chrome et vous le chauffez, il va fusionner pour se transformer en chromate jaune. Donc, fusion avec du nitrate et du carbonate de potassium. Le nitrate fondu à haute température est un oxydant très fort. Donc, si vous mettez le sel, vous le mélangez avec le nitrate de carbone et le carbonate de potassium. Le nitrate formé à haute température est un oxydant très fort. Les chromates et bichromates peuvent être reconnus en utilisant les tests suivants. Tout à l'heure, on a vu la précipitation avec le nitrate de plomb. Donc, cette réaction peut être utilisée pour identifier ou bien caractériser un sel de chrome. Donc, l'addition de nitrate de plomb à une solution acétique, ici on précise solution acétique, puisque ce précipité, chromate de plomb, il est insoluble dans l'acide acétique. Donc, le nitrate de plomb, additionné nitrate de plomb, additionné de chromate en présence d'acide acétique va nous donner un précipité de chromate de plomb jaune plus, bien sûr, un nitrate, c'est en solution. Vous avez également la même réaction avec le bichromate, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il est peu soluble le nitrate de plomb. Donc, il peut réagir soit avec les chromates, soit avec les bichromates. Ou bien, la deuxième réaction d'identification, qu'est-ce qu'il y a encore? Nouveau partage. Qu'est-ce que c'est là? Alors, sous l'action d'un réducteur, bien sûr approprié, la solution va prendre une coloration verte correspondant au passage du lion, au passage des dérivés du chrome, au chrome plus 3 qui est vert. Donc, je répète que tous les dérivés du chrome peuvent être ou bien se transforment en chromate jaune par fusion dans un mélange de nitrate et du carbonate de potassium. Et que
Les chromates, donc c'est une reconnaissance ou bien caractérisation indirecte. On doit d'abord transformer le dérivé en chromate, hein, en sel chromate, qui par la suite sera identifié par le nitrate de plomb suite à la formation d'un chromate de plomb. Donc, chromates et bichromates peuvent être identifiés par le nitrate de plomb pour donner un chromate jaune de plomb insoluble dans une solution acétique. Ou bien, on peut utiliser un réducteur pour réduire donc les chromates ou bien des bichromates en chrome 3, plus 3, qui a une coloration verte. Donc ici, c'est les principales réactions qui caractérisent ou bien qui permettent d'identifier les dérivés du chrome. Après le chrome, on va passer donc au manganèse et ses dérivés. Manganèse, voilà, je reviens au départ. Voilà. Chrome. Voilà. Manganèse, il appartient au groupe 6B. Le chrome, c'est 5B. Voilà. Chrome et manganèse, c'est hein, deux éléments qui sont très utilisés en chimie minérale et analytique. En analytique, les dosages volumétriques, on utilise beaucoup le K-aménocate. Alors, caractérisation, donc l'état naturel et préparation. Le manganèse se trouve dans la nature sous forme d'un sel bon, ou bien d'un oxyde qui est la pyrrolysite. Et le manganèse peut être préparé soit par réduction de l'oxyde Mn3O4 par l'aluminium en réaction d'aluminothermie, soit par électrolyse d'un sulfate de manganèse en solution aqueuse. Les dérivés du manganèse, les tâches d'oxydation du manganèse dans ces dérivés, puisque si on revient à la structure voilà, chrome, manganèse, la structure externe, hein, c'est structure de gaz rare qui le précède, 3D5, 4S2, donc il a 7 électrons dans la couche externe, 2 électrons S et 5 électrons D. Donc la balance, elle peut aller de 0 jusqu'à plus 7. Plus 7, c'est la mise en commun, voilà, de tous les électrons de la couche externe. Donc les états d'oxydation varient de 0 quand il est à l'état élémentaire, c'est-à-dire manganèse, métal pur, et l'étage plus 7, c'est quand le manganèse, ou bien quand les 7 électrons, 2S et 5D, impliqués dans les réactions, ou bien dans les composés, ou bien dans la formation de liaisons. Et les dérivés les plus stables sont les sels de manganèse plus 2, dans lesquels le manganèse fait intervenir uniquement des 2 électrons 4s de la couche externe. Donc, à l'étage d'oxydation, 2 composés sont à considérer, ou bien 2 composés importants. Vous avez l'anhydride permanganique, Mn2O7, ici la valence elle est égale à 7, et il est produit par action de KMNO4, ou bien par action de l'acide sulfurique concentré sur une solution de KMNO4. Il va se former le sel sulfate de potassium
plus le Mn2O7. Le Mn2O7, de l'oxyde de manganèse en étage 7, ici, il est oxydant très énergique. Hein, et vous avez également l'ion permanganate, MnO4-, hein, et qui peut être préparé par différentes réactions, soit par oxydation électrochimique du manganèse dans une solution de carbonate. Le métal servira donc comme anode à l'électrolyse. On peut oxyder le manganèse par le persulfate H2O6 2 fois moins, ou bien le MnO4- peut être obtenu par fusion oxydante du système MnO2, KOH, donc oxyde de manganèse. Et ici, une espèce oxydante peut être soit l'oxygène de l'air, soit le nitrate de potassium. Donc on va mettre l'oxyde de manganèse dans un mélange KOH, KNO3, nitrate de potassium et l'hydroxyde de potassium. On va fusionner, on va obtenir donc le KMNO, une solution de KMNO4. KMNO4, c'est un solide violet assez soluble dans l'eau. On peut dissoudre jusqu'à 6,4 grammes par litre. Et ce sel, permanganate de potassium, peut être décomposé à haute température, bien sûr, en libérant de l'oxygène. Donc le KMNO4 peut se transformer en K2MNO4, permanganate, en manganate. Donc vous notez ici dans la réaction, en dessous de KMNO4, c'est le permanganate de potassium. Et K2MNO4, ici c'est le manganate de potassium. Ici c'est MnO4 de moins, et ici c'est MnO4 moins, plus MnO2, plus libération d'oxygène. Ici, vous notez que le KMNO4 est un oxydant. Il peut oxyder l'eau, mais cette réaction en solution aqueuse, elle est relativement stable, c'est-à-dire le KMNO4 dans l'eau peut se transformer en K2MnO4 plus MnO2 plus départ d'oxygène, mais cette réaction est une réaction très lente. Donc, vous avez MnO4 qui peut être également en milieu acide donné le MnO2, l'oxyde, plus départ d'oxygène. Ici, le MnO4, manganèse et à un étage plus 7, va se transformer en MnO2 et à l'étage de MnO2. C'est l'étage du manganèse dans MnO2. C'est en réponse. Ici, plus 7, ici, quel est le degré d'oxydation du manganèse dans l'oxyde MnO2? J'attends une réponse. Votre réponse. Vous m'entendez? Conversation. On n'a pas entendu. Vous pouvez rapprocher le micro, s'il vous plaît. Vous entendez maintenant? Quel est le degré d'oxydation du manganèse dans MnO2? Pas de réponse. Une réponse. Très bien. Marmoli. Marmoli. Très bien. Très bien. Donc, l'étage d'oxydation est égal à plus 4. Diapositive, encore une réponse.
Bravo, bravo. Donc, diapo suivante. Oh là là. Et la réaction ou bien la réaction de transformation ou dégradation du K-4 est accélérée par la lumière. Elle est accélérée par la lumière. Donc, il faut toujours conserver le permanganate, une solution de permanganate de potassium dans des flacons bruns à l'abri de la lumière, puisque la lumière, vous savez que la lumière est un facteur qui peut accélérer certaines réactions chimiques. Donc, l'ion permanganate, c'est l'un des oxydants le plus utilisés. Il est utilisé surtout en dermato. En milieu fortement acide, les ions MnO4- se transforment ou bien se réduisent en ions Mn2+, selon l'équation. Donc, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons vont donner Mn2+, plus 4 molécules d'eau. Ici, le potentiel redox est de 1,51 volts. Donc, ceci confirme les propriétés oxydantes de l'ion permanganate. L'ion permanganate, c'est un oxydant. Il peut oxyder un grand nombre de réducteurs tels que le fer pureux, l'étain stanneux, SN2+, l'eau oxygénée, l'acide nitreux et enfin l'acide oxalique. Donc, nous remarquons que la réaction se fait en milieu acide et pour acidifier le milieu réactionnel, l'acide le plus indiqué, si vous voulez, c'est l'acide sulfurique, car l'acide chlorhydrique lui-même peut être oxydé en chlore. Et quant à l'acide nitrique, il a des propriétés oxydantes qui viennent interférer, donc il sera inconcurrentiel de l'ion MnO4-. Donc, l'acide le plus utilisé ou bien le plus indiqué dans la réaction de réduction ou bien d'oxydation du MnO4-, c'est l'acide sulfurique concentré. Maintenant, en milieu faiblement acide ou en milieu basique, les oxydations par le MnO4- ne vont pas conduire à l'ion Mn2+, mais à l'oxyde MnO2. Donc, c'est une réduction du permanganate en oxyde de manganèse MnO2 et vous avez le schéma de réaction MnO4- plus 2H2O. Ici, vous avez un gain de 3 électrons. Donc, formation de l'oxyde MnO2 plus 4 OH-. Et les ions on remarque, vous notez que les ions MnO4- sont très utilisés en chimie organique dans les réactions de réduction d'oxydation, telles que les oxydations ou bien les transformations des alcools en aldéhyde. Maintenant, en milieu basique. En milieu basique, MnO4- est très instable et se décompose en manganate, KMnO4, les ions MnO4- en milieu basique vont se transformer en MnO4- selon la réaction 4MnO4 plus 4OH- va nous donner 4MnO4 deux fois moins, plus de l'eau, plus un départ de l'oxygène. L'ion manganate, il est ici à quel degré? Il est à quel degré le manganèse dans l'ion manganate?
Dans MnO4 moins, c'est plus 7. Et dans MnO4 2 fois moins, c'est... J'attends une réponse. Allez, voyons. 2, Marmolé. 2, comment vous avez trouvé 2, Marmolé? Normalement, c'est x plus 4 fois moins 2, donc c'est 8. 6. 6. Mais j'ai plus 6 alors. Donc, on va le calculer ensemble. Donc, x pour le manganèse plus 4 fois moins 2, ça fait donc x moins 8 est égal à moins 2. Donc, x est égal à moins 2 plus 8, ça fait combien? Moins 2 plus 8. Oui, plus 6, c'est juste. Plus 6. Ouais, très bien. Très bien. Très bien. Donc, c'est plus 6. Donc, ici, les ions permanganate ont gagné un électron. Donc, ils deviennent un MnO4 moins. Donc, c'est 6. Au départ, c'était plus 7. Ici, c'est plus 6. Très bien. Alors, passons maintenant à l'étage plus 2, puisque c'est l'étage le plus stable. Ici, l'état d'oxydation plus 2 correspond à la perte de 2 électrons 4s. Donc, on peut trouver l'oxyde manganeux, MnO, et cet oxyde peut être obtenu par décomposition thermique du carbonate qui lui-même peut être préparé, le carbonate de manganèse peut être préparé par réaction d'un sel d'ion Mn2+, plus un carbonate qui va vous donner un précipité, ou bien un solide carbonate de manganèse, et ce carbonate, chauffé à une température élevée, va se décomposer en oxyde et en CO2. C'est un oxyde basique, l'oxyde manganeux. L'hydroxyde manganeux s'obtient, on vous dit qu'il s'obtient sous forme d'un précipité blanc gélatineux à l'addition d'une base à une solution de Mn2+. Laissé en milieu basique, il s'oxyde rapidement à l'air en donnant un oxyde brun qui est le 6-chioxyde de manganèse, Mn2O3. Vous avez également l'hydroxyde. L'hydroxyde est un oxyde basique. Il est basique. Il se dissout dans les acides en donnant des solutions de Mn2+. Un oxyde basique. Il réagit avec les acides, donc les acides vont donc dissoudre pour donner des solutions de Mn2+. Diapo suivante. Alors, on termine par les réactions de caractérisation, c'est-à-dire comment identifier le sel de manganèse dans un échantillon en solution ou bien à l'état solide. On vous dit que la fusion d'un dérivé de manganèse avec le carbonate de sodium et le nitrate de potassium comme oxydant vont vous donner un manganèse vert. Donc, on doit d'abord transformer le dérivé de manganèse et fusionner le dérivé en présence d'un carbonate et d'un nitrate pour donc
l'oxyder en manganate vert. Ensuite, il sera identifié par les deux autres réactions. Donc, pour faire reconnaître, bien pour reconnaître les ions MnO4-, ils sont violets, hein, ils sont reconnaissables à leur couleur et peuvent être décolorés par addition d'acide sulfurique et d'eau oxygénée qui va réagir comme réducteur. Et ici, dans la réaction 2, l'addition d'acide sulfurique et de l'eau oxygénée aux ions MnO4-, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Bien les ions MnO4- en présence d'acide sulfurique et d'eau oxygénée, qu'est-ce qu'ils vont, ou bien comment vont se décolorer? Et quand il y a décoloration, ça correspond à quel cation? J'attends une réponse. Donc, MnO4- se décolore en milieu sulfurique en présence d'eau oxygénée pour donner MnO4- va se transformer en... J'attends une réponse. Très bien. Olmi. Olmi. Je ne connais pas. Olmi. Combien tu as eu, Heifa, à l'examen, le MD2, le MD1? Ah, ça se voit. Bravo. Oui. Plus 6. Attends. Plus 6. Oh, plus 2. Très bien. Donc, les ions MnO4- en présence d'acide sulfurique et au contact de l'eau oxygénée comme réducteur, ils vont se transformer en Mn2+, qui est incolore. Donc, la solution qui est au départ violette va se décolorer en présence d'un réducteur. Ici, le réducteur, c'est l'eau oxygénée en présence d'acide sulfurique. Pour les ions Mn2+, on peut les mettre en évidence en les oxydant, ou bien en les transformant en permanganate. Et les permanganates en présence de sulfure d'hydrogène forment en milieu neutre, il faut souligner, ou basique, un joli précipité rose de sulfure de manganèse qui se redissout en milieu acide. Voilà, si vous n'avez pas de questions, ici, ainsi, on a terminé le cours des méthodes de transition. Et si vous n'avez pas de questions, je vais sortir. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, une question. Oui, et vous notez la question. Pour les cours, les deux PDF se trouvent au niveau de la plateforme e-learning. Répétez la décoloration de MnO4. On va répéter la décoloration de MnO4. Donc, je répète toute cette diapo, c'est réaction caractéristique ou bien réaction qui caractérise ou bien réaction d'identification des dérivés du manganèse. Première réaction, vous avez trois réactions. La fusion d'un dérivé de manganèse avec le carbonate de sodium et du nitrate de potassium va vous donner un manganate vert, un MnO4 deux fois moins. Donc, vous transformez un dérivé de manganèse, n'importe quel dérivé, par exemple de la poudre de chlorure de manganèse. Comment l'identifier? Vous la mélangez avec du carbonate de potassium, du sodium, nitrate de potassium et vous passez au four.
jusqu'à fission. Vous allez avoir euh, un manganate vert suite à la formation donc de MnO4 deux fois moins manganate. Maintenant, la deuxième réaction, les ions. On vous demande dans une poudre d'identifier que ça correspond au permanganate de je ne sais quel sel. Vous allez donc, les permanganates sont reconnaissables à leur couleur violette. Donc, les permanganates de potassium ou bien des solutions de potassium sont violettes. C'est le daquin si vous voulez. Il peut être décoloré, hein, cette solution peut être décolorée, c'est-à-dire devenir transparente. Et si elle devient transparente, c'est bien sûr suite à une réaction. Ici, c'est une réaction de réduction. Réduction par l'eau oxygénée et en milieu sulfurique. Donc, les ions amino-4 deux fois moins, plus H2O2, plus H plus 8H plus, essentiel, vous allez avoir comme produit Mn2+. C'est-à-dire que Mn dans MnO4- qui était au degré d'oxydation plus 7 va devenir ou bien va se réduire au degré d'oxydation plus 2. Donc ici, c'est une réaction de réduction par l'eau oxygénée. C'est ça la décoloration. D'accord? Conversation. Ok, j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, concernant les deux PDF, ils se trouvent au niveau de la plateforme. J'ai même mis le PDF, le PowerPoint concernant les halogènes. Aujourd'hui également, je vais mettre euh, cette présentation dans la plateforme. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut accéder à ces cours ou bien à ces PDF dans la plateforme? Parce que la dernière fois, il y a des étudiants qui m'ont donc signalé que les cours ne sont pas, on ne les retrouve pas dans la plateforme. Est-ce que vous avez trouvé les cours en PDF? Et si vous me répondez oui, oui, monsieur. Ah, donc, ils existent. Ah, très bien, parce que même, j'ai vérifié et même j'ai envoyé un email à l'un de vos délégués, je crois que c'est Mousba ou bien M. Berg, il n'a même pas répondu comme quoi qu'il a reçu hein, aucune réponse. Donc dites-lui, ou bien dites au délégué, hein, une fois qu'il reçoit des messages, de moins, au moins mettre bien reçu, comme ça on saurait qu'ils ont reçu le message. D'accord? Si vous voulez également mon adresse email, hein? Adresse email. Oui, monsieur. Mais comment je vais la noter? Sinon, comment je vais la noter? Ah, ah, ah. Donc, je vais la noter. C'est simple. Un, deux, trois, mille. Donc, mille femmes, c'est un, deux, trois. Mille femmes, arobase, gmail.com. Voilà. Envoyer. Comment je vais l'envoyer là?
la même belle. Ici, par message, j'ai noté, envoyer à tout le monde. Où est-ce que je vais cliquer? Ah là là, comment je vais plus? Qu'est-ce que c'est ici plus? Tout le monde en public, tout le monde enregistré, discuter. Comment ça, j'envoie? Tout le monde est dans la salle. Ah, j'envoie tout le monde. Envoyer, oui. Tout le monde. Là, il y a ça pour tout le monde. Vous avez reçu? Oui, à tout le monde, puis envoyer. Et je l'ai fait. J'ai comme. Je l'ai envoyé à tout le monde. Dites. Oui, monsieur, est-ce que la reprise sera... Ah, alors les questions, la reprise le 16 ou le 22. Monsieur, qu'est-ce qu'on aura dans un examen? Est-ce que c'est important? Alors les questions, tac, madame, les questions concernant le cours. Le 16 ou le 22. De toute façon, vous le, moi également, je ne sais pas. En principe, lors de la réunion, c'était prévu pour le 16. Mais juste après, le 1, les autorités ont décidé pour le 22. Maintenant, je ne sais pas. Inès et Tamer, tout le monde. Nous n'avons pas encore reçu un jeu ville. Alors, tout le monde. Donc, envoyer là combien tout le monde. Je ne sais pas. Je vais le refaire. Tout le monde. Indiquer envoyer à tout le monde. Normalement, c'est puis l'adresse. Vous n'avez pas encore, monsieur? Alors, envoyer à tout le monde. Ah, j'ai pas pu. Mais j'ai une question concernant la pratique. Est-ce qu'on peut avoir des 3 groupes analytiques dans une science homogène? Et pourquoi? Oui, bien sûr, monsieur Tapé ici. Oui, on peut avoir. Puisque nous, quand on fait le mélange, on met les cations sous forme de nitrate et tous les nitrates sont compatibles. Est-ce qu'on peut avoir les 3 formes dans une solution homogène et pourquoi? Bien sûr. On peut ne pas avoir une solution homogène quand on mélange, par exemple, euh, les cations du premier groupe, tel que le plan. On peut le mettre sous forme, si on le met sous forme de sulfate avec le deuxième groupe, il peut précipiter. Ou bien si je mets un cation du premier groupe avec le sous-groupe 2A, il va donc former une solution hétérogène. C'est ce qu'on appelle l'incompatibilité groupe 1, ce groupe 2A, ce groupe 2A, SN2+, SN4+, et FB et CD2+, si j'ai une bonne mémoire. Ces cations existent sous forme de chlorure et quand on mélange euh, un cation du premier groupe avec celui du deuxième groupe, euh, ça va donner une réaction. Puisque les cations du premier groupe, PB par exemple, PB2+, si on le mélange avec SNCl2, SNCl2 il apporte des chlorures, avec PB2+, ils vont former un précipité, d'où la formation d'une solution ou d'une solution hétérogène. Donc on ne peut mélanger des groupes analytiques que sous forme de nitrate.
إيمان إيمان دقيقة شوفيني حبيت نبعث لهم الادريس ميل باش ما يبعثوا لي دي كاستيون ولا حاجة يعني كتبتها بصح انظري ما عرفتش هي الادريس 1 2 3 بعثها راحت تو الموند خلاص ما C'est bon, كملت نستنى في دي كاستيون arrêtez. ها عارف Ça me zit, me درتش فيها. ما تقدري ترجعي لها ما ارجعي بعد لي كاستيون تاعنا على الجروب قال لي دخل عنده الشاز ولا لو 22 قلت له انا ما عن باليش شكون قال لك انت مثلا يجيك بصح احنا بروغرام دونك ما عن باليش قلت له حتى انا ما عن باليش قلت له انا ما عن باليش alors au revoir allez en vacances